Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité ce lundi, le Burkina Faso où la junte vient de rétablir la constitution, quoique modifiant les institutions. Les nouveaux hommes forts de Ouagadougou ont diffusé ce lundi à la télévision nationale un acte fondamental. Ce texte remet en place l'ordre constitutionnel tout en donnant officiellement le pouvoir aux militaires. Ici en Côte d'Ivoire, inquiétude et angoisse à Jacquesville en raison de coupures intempestives d'électricité. Nous irons à Jacquesville dans ce journal et vous le verrez, face à l'ampleur de la situation, les populations ne savent plus où donner de la tête. Je vous l'annonçais à l'instant, au Burkina Faso, la junte rétablit la constitution mais modifie les institutions. Les putschistes qui ont pris le pouvoir lundi dernier avaient alors suspendu le texte suprême. Les nouveaux hommes forts de Ouagadougou viennent de diffuser ce lundi à la télévision nationale un acte fondamental. Ce texte remet en place l'ordre constitutionnel tout en donnant officiellement le pouvoir aux militaires. Une annonce qui coïncide avec la présence sur place d'une délégation conjointe de l'ONU et de la CEDEAO, instance internationale de laquelle le pays a été suspendu vendredi. Les précisions de Pierre Dipomela. Au moment où une mission ministérielle de la CEDEAO, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, est dépêchée au Burkina Faso, la junte au pouvoir a annoncé le rétablissement de la constitution du pays et la modification des institutions en attendant la mise en place des organes de transition, précise le porte-parole de la junte à la télévision nationale. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Il assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l'État, même en cas d'indisponibilité du gouvernement. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est le président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. Avant l'adoption d'une charte de la transition, les dispositions du présent acte fondent le pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Dès sa signature, l'acte fondamental lève la suspension de la Constitution du 2 juin 1991 qui s'applique à l'exception de ces dispositions incompatibles avec le présent acte. Cette annonce présage de la disposition des putschistes à mener une transition douce. Mais avant, l'Union africaine avait par un tweet annoncé à son tour la suspension du pays, de ses instances. Le Conseil décide conformément aux instruments pertinents de l'UA, acte constitutif de la CUA, protocole du CPS de l'UA, charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, de suspendre la participation du Burkina Faso à toutes les activités de l'UA jusqu'à la restauration effective de l'ordre constitutionnel du pays. La situation politique au Burkina Faso sera au menu du prochain sommet de la CEDEAO, à Accra, au Ghana, jeudi 3 février. À 800 km de Ouagadougou, Bamako a notifié ce lundi à l'ambassadeur de France au Mali qu'il a 72 heures pour quitter le pays. Joël Meyer était convoqué à la mi-journée au ministère malien des Affaires étrangères à la suite de propos tenus ces derniers jours par Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française. Après des mois d'escalade verbale entre les deux pays, le chef de la diplomatie française avait jugé illégitime les autorités de transition. D'autres précisions de Pierre Dipomela. Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali, sommet de quitter le pays les 72 prochaines heures au plus tard. C'est ce qui ressort du communiqué du gouvernement lu à la télévision nationale. Cette décision fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par Jean-Yves Le Drian et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, avait jugé illégitime les autorités de transition et dénoncé leur fuite en avant. Il a aussi estimé que le groupe russe Wagner était déjà à l'œuvre au Mali et qu'il y protégeait les autorités en échange de l'exploitation des richesses minières du Mali. Dans l'actualité ici en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu ce lundi avec les membres de l'association
des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, présents à Abidjan dans le cadre de la 9e Assemblée générale de leur association. Le chef de l'État ivoirien a réitéré son attachement à la bonne gouvernance et a encouragé les actions de l'association. On retrouve Pierre Dipomelin et Harouna Zeba. En marge de la 9e Assemblée générale de l'ESCUF, association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, qui se tient à Abidjan du 31 janvier au 1er février 2022, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu une délégation de l'association au palais présidentiel. Notre Assemblée générale, outre son volet formel, est ainsi l'occasion de travailler sur des enjeux d'intérêt commun. Nous avons ainsi réfléchi ensemble ce matin à la manière d'adapter nos méthodes et nos objectifs de contrôle de la dette publique à la suite de son gonflement provoqué par la crise sanitaire. Cet après-midi, nous travaillerons sur la prise en compte des objectifs de développement durable dans nos missions. Le chef de l'État a souligné l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États et la nécessité pour cette institution d'avoir un regard objectif sur la gestion des budgets. Les institutions telles que la Cour des comptes doivent continuer d'avoir un regard, je trouve, objectif et vraiment sévère sur la gestion des budgets. Ici, nous prenons toutes les observations de la Cour des comptes parce qu'elles nous sont utiles. Et nous estimons que c'est la bonne gestion budgétaire qui est le départ de la bonne gouvernance dans les finances publiques. Donc je voudrais, mesdames, messieurs, vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous voir en Côte d'Ivoire, de tenir cette rencontre importante ici et vous dire que nous attendons les résultats de votre réunion, nous inspirer des recommandations que vous aurez à faire et vous dire que la Côte d'Ivoire est fière et heureuse de vous avoir pendant quelques jours. La délégation était conduite par le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, qui assure aussi la présidence de l'ESCUF depuis 2018. Le contrôle de la dette publique et la mise en œuvre des objectifs du développement durable sont les deux thèmes principaux qui sont débattus lors de cette 9e Assemblée générale de l'ESCUF. Dans l'actualité économique, le prix de l'essence super sans-plomb vient de connaître une hausse. Il passe de 615 à 635 francs CFA le litre du 1er au 28 février 2022, soit une augmentation de 20 francs CFA selon une note de la direction des hydrocarbures. Le prix du gasoil, lui, reste inchangé à 615 francs le litre, de même que le pétrole lampant qui est à 555 francs CFA. Direction maintenant la ville de Beaunois, dans le sud-est du pays, à la découverte de cette nouvelle saisie d'une importante quantité de cannabis en provenance du Ghana voisin par la mer via Sinimafia. 57 blocs, soit près de 55 kg, interceptés à Beaunois lors de la livraison du colis au contact chargé de la vente. Les 6 présumés auteurs de ce trafic ont été présentés ce lundi dans les locaux de l'unité antidrogue de la gendarmerie nationale en présence de Thiemé Dandje et Harouna Zeba. Les agents du renseignement du service antidrogue de la gendarmerie nationale viennent de mettre la main sur une cargaison de stupéfiants. Il s'agit de 57 blocs de cannabis au terme d'une opération menée à Beaunois, commune du Sud Comoé. Une saisie qui vaut au meneur encouragement et félicitations de la hiérarchie de l'unité. Ça montre votre professionnalisme. Sachez que vous devez encore doubler d'ardeur parce que la drogue détruit la population, particulièrement notre jeunesse. Donc, encore une fois, félicitations. Revenant sur l'opération, le commandant du groupement des unités fait des précisions et sollicite l'appui au renseignement. C'est l'occasion pour moi de rassurer les uns des autres sur la volonté et l'engagement de la gendarmerie à protéger les personnes et les biens. L'unité a mis par ailleurs le grappin sur 6 présumés dealers. Parmi eux, 3 impliqués dans le trafic au large d'Assini Mafia. Il y a Meyman qui m'a envoyé d'aller croiser son ami qui vient à Beaunois. C'est un Ghanéen. Donc, en partant à Beaunois, là, il m'a croisé son moro là. Donc, à l'arrivée à la destination, il a vu que la voiture qu'il m'a montré là, c'est ça. Donc là, moi, je me suis approché de la voiture là. Donc, dès que là, le moro qui m'a croisé là, il est venu, il est descendu. Donc, là, il dit, ah, vous voyez ce que tu dis d'envoyer là. Donc, au moment, il voulait se lever pour mettre dans sa voiture là. Il se levé pour mettre dedans net. Il voulait me retenir quoi. On m'a attrapé ici, on m'a attrapé. Il ne faut pas y bouger. C'est la gendarmerie.
Moi, j'ai fait ça au moins 3 ans. 3 ans, quand j'ai fait ça, j'ai arrêté. Puis j'ai commencé pas parce qu'il y avait problème d'argent. Comme eux, d'autres interpellés dans la capitale économique, en lien avec ce trafic, passent eux également aux aveux. C'est Cerveau qui m'a donné pour vendre. C'est une pochon de 25 000, j'ai 3 000. On m'a trouvé où on vend ça. Je suis venu consommer. Et puis là, c'est là qu'on est paré à Bata Village. Une semaine avant cette saisie, l'unité s'était bien illustrée au marché Roxy d'Adjamé et des quartiers de Bingerville et de Cocody, notamment Sokosé de Plateau et Abata. Des théâtres opérationnels où ces hommes avaient saisi 22 boulettes de cannabis et 5 tonnes de MKIF, médicaments de qualité inférieure et contrefaits. Après le sud-est, direction le sud-ouest, précisément Jacquesville, les habitants de la ville expriment leur inquiétude et angoisse en raison de coupures intempestives d'électricité. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue sur place et vous le verrez, face à l'ampleur de la situation, les populations ne savent plus où donner de la tête. Elles se sont confiées à Nadia Eidja et Fulgence Tissiedou. Jacquesville et son potentiel naturel. Avec sa plage, son plan d'eau lagunaire et son lac, Jacquesville invite au repos et à l'évasion. Dans les hôtels, les visiteurs venus d'Abidjan et des villes environnantes profitent de la générosité de la nature. Mais derrière ce décor, une triste réalité. La ville vit au rythme des coupures intempestives pesant sur les investissements des acteurs du tourisme. Il y a énormément de coupures, c'est pourquoi nous avons 2 groupes électrogènes. Et bien évidemment, ça a un impact sur nous, notre budget. C'est une perte que l'on a qui est vraiment importante dans le mois et dans l'année, mais on est obligé d'avoir des groupes électrogènes. 2 groupes électrogènes acquis par cet hôtel de 84 chambres. Des dépenses supplémentaires et des pertes pour les acteurs du tourisme qui ont en plus du mal à alimenter leurs appareils. On a des frigos. On ne peut pas glacer les boissons, ça nous fait perdre. Souvent, tu arrives à la station, il n'y a pas de gasoil ni d'essence. Donc, tu es obligé d'aller chez les petits vendeurs, le prix est flamme. Au sein de la population, l'angoisse est permanente quand on sait que le coucher du soleil pourrait plonger la ville dans une obscurité totale. C'est un calvaire ici à Jacquesville. La population même s'est habituée à s'octroyer des groupes électrogènes et des énergies solaires. Il y a des coupures. On ne peut pas émettre des appels, on ne peut pas recevoir et pendant des heures. Ce soir-là, il est environ 19h quand Joël Kouakou, enseignant, rentre de sa balade. Comme très souvent, il découvre sa maison plongée dans le noir. Une coupure de trop pour cet enseignant arrivé à Jacquesville depuis 1 an et qui n'est pas encore habitué à l'usage du téléphone portable comme source de lumière. On a des stabilisateurs, des lampes rechargeables par moment. Ça aussi, c'est pas aussi... c'est vraiment cher aussi. Donc souvent, on est là, on est obligé d'attendre que le courant revienne. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. On va dire ça comme ça va, ça vient. Donc ça fait qu'en pleine nuit, avec la chaleur, il fait chaud. Donc c'était vraiment difficile. Donc ça faisait qu'à n'importe quel moment, je retournais à Abidjan pour me reposer. Parce qu'ici, c'était pas possible de le faire avec la coupure. Comme lui, cet élève en classe de première a du mal à étudier dans les bonnes conditions d'éclairage. C'est difficile un peu d'étudier. Parce que tu es obligé d'allumer les lampes torches, ton téléphone pour pouvoir étudier. Ça gâte aussi les yeux. Donc on n'arrive pas à bien étudier quand il n'y a pas d'électricité. Mais tu vas à l'école, il y a un devoir qui est là, tu n'as pas pu bosser, donc tu vas gagner des bonnes notes. Ces coupures récurrentes ne sont pas sans conséquences pour les appareils électroménagers. J'ai changé déjà 3 appareils à cause de l'électricité. 3. Je vais les prendre à qui? Je ne fais que supporter le coût. L'électricité est très importante pour le développement des villes. Mais malheureusement, avec trop de coupures, je me pose la question, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont commandité quelqu'un spécialement pour couper le jeu de l'électricité à tout moment? Mais si c'est là, il fait bien son travail. On peut nous couper l'électricité même 2 fois dans la journée. Si nous avons eu la chance, dans la semaine, on peut nous couper au moins 4 fois dans la semaine. Il appelle les autorités compétentes à se pencher sur la question. À en croire les témoignages, les coupures d'électricité ont toujours existé à Jacquesville, mais elles se sont accentuées au cours de ces dernières années. Au sein de la ville, les spéculations pour comprendre les raisons de ces coupures intempestives vont bon train. On espère tout de même bénéficier d'une solution viable de la part de la compagnie ivoirienne d'électricité pour un réel développement de cette ville touristique.
La commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire vient de tenir sa première audience 2022. Sur la table du jury, 39 dossiers de chauffeurs impliqués dans de graves accidents qui ont fait des morts et des blessés l'an dernier sur les routes du pays. Au terme de l'audience, 39 mis en cause ont vu leur permis de conduire retiré sur des périodes allant de 3 mois à 15 années fermes. Thiemé Danger. Tribunal administratif du ministère des Transports. À la barre, 39 chauffeurs impliqués dans de graves accidents en fin 2021 sur les routes du pays. Parmi eux, ce prévenu, conducteur de véhicules poids lourds. En partance pour Beaunois, il percute un minicar roulant dans le sens à Boisseau-Beaunois. Face au jury, il plaide sa cause. Difficilement, l'effet de conduite imprudente étant manifeste. Vous étiez à vive allure, la chaussée étant glissante, mouillée, il pleut, vous êtes chargé, c'est tout à fait normal que cela arrive. Les faits établis, les jurés se prononcent sur la sanction. In fine, ils retiennent 15 ans ferme. Vous devez avoir permis le 27 janvier 2037. Vous êtes condamné à 15 ans ferme. 27 janvier 2037, vous repassez ici. Même peine pour 6 autres accusés du jour. Également sanctionnés pour indélicatesse au volant, ayant entraîné mort d'homme sur la voie publique. Outre ces 4 retraits, 4 prévenus ont eu des peines de moins de 10 ans. Ils écopent, eux, de peines allant de 5 à 10 ans d'interdiction de conduite. 4 autres prennent entre 1 et 5 ans, quand 9 autres se tirent avec des peines allant de 1 à 12 mois fermes. Sur les 39 dossiers, seuls 3 échappent à une condamnation. Parmi eux, ce conducteur devant la commission pour manœuvre imprudente. Quand vous voulez faire une manœuvre de demi-tour, vous rassurez que vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire en prenant tout votre temps. Ça veut dire que vous trouvez une branche à votre droite qui vous permet de sortir de la voie, vraiment pour le faire. Mais si vous voulez le faire sur la chaussée, vous n'êtes plus dans un cas de priorité. Et en plus de cela, vous, dans votre cas, on constate que vous avez fait un demi-tour en 2 temps. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas avoir la priorité si celui qui vient dans son sens de marche. Sur les faits, il ne fait pas de difficulté à reconnaître son tort, ce qui joue en sa faveur. La commission, après avoir examiné et analysé, a décidé de vous remettre votre permis avec 3 mois de sursis. Dans l'ensemble, il était reproché aux mises en cause de cette audience de rentrée la méconnaissance du code de la route, l'imprudence, l'excès de vitesse, le défaut de maîtrise, le non-respect des feux tricolores et de la priorité. Et vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé pour un premier cas que nous avons eu analysé où le conducteur, à l'approche d'un établissement scolaire, n'a pas pris les précautions nécessaires et il a renversé des écoliers. Voilà donc les cas que nous déplorons malheureusement et qui sont souvent. Mais cela appelle aussi à renforcer la signalisation à l'approche de ces types d'établissements. Les établissements scolaires, les établissements sanitaires, en tout cas de façon générale, tous les endroits qui sont fréquentés, soit par les jeunes, soit par la population de façon générale. Notons que les sanctions du jour portent à 1105 le nombre de permis retirés depuis la création en décembre 2018 de la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire. Un tribunal administratif qui prononce des peines ou non d'interdiction de conduite aux chauffeurs, auteurs d'indélicatesse au volant. Justement, pour éviter les accidents près des écoles, ils sont de plus en plus présents aux abords des établissements scolaires publics, aidant écoliers et élèves à traverser en toute sécurité les routes. Eux, ce sont les volontaires de la brigade scolaire. D'où viennent-ils? Comment arrivent-ils devant ces établissements? De qui répondent-ils? Toutes les réponses dans ce sujet de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. École primaire publique Sikoji 12 dans la commune de Yopougon. Il est midi ce mercredi, jour de classe. À 7 h, les élèves sortent en masse pour regagner leur domicile après la demi-journée de cours. Devant l'établissement, des jeunes dames les aident à traverser en toute sécurité la rue très fréquentée qui passe devant cette école. Nous sommes là pour sécuriser les enfants, les faire traverser pour ne pas avoir les accidents. L'initiative de créer une brigade scolaire est venue de ce jeune Ivoirien après une scène qui l'a marqué. Moi-même, j'étais témoin de ces incidents. La CDC ici, CDC Carrefour Mandio Yopougon, oui, où la servante tenait la main de l'enfant.
voulant traverser, la voiture est venue ramasser les deux. Voilà. Donc, il fallait former des gens qui sont professionnels en la chose pour pouvoir faire traverser les enfants. Ce qui a fait qu'il y a eu cette idée à créer cette association pour pouvoir atténuer ces genres d'accidents. En dehors de sécuriser la traversée des rues par les élèves, la brigade scolaire envisage également de s'engager dans la lutte contre le vandalisme à l'école, mais aussi dans la recherche des élèves égarés à la sortie des écoles. Mais la tâche des brigadiers n'est pas sans difficulté. Souvent, c'est les enfants que les parents donnent aux enfants pour les accompagner à l'école. On dit qu'ils doivent normalement s'arrêter et quand nous arrêtons les voitures pour qu'eux puissent traverser. Mais quand ces parents-là viennent avec les enfants, eux-mêmes veulent traverser. En même temps, quand on leur demande de s'arrêter pour qu'on puisse les faire passer, ça devient toute une discussion. Au début, on avait des difficultés avec les chauffeurs parce que quand les gars ils se disent qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'ils vont partir forcément. Les chefs d'établissement qui collaborent avec cette brigade scolaire l'ont découvert dans des circonstances qui varient d'une école à une autre. Ils sont toutefois satisfaits de sa prestation et la souhaitent pérenne. À 2 reprises en sortant de ma maison, je les ai vus faire traverser des élèves. Donc je me suis dit, mais moi j'ai une école où vraiment j'ai beaucoup de difficultés à faire traverser les élèves à cause des transporteurs. On est venu à l'école, il a regardé, le lendemain il m'a apporté 3 personnes qui ont travaillé avec nous un moment et puis bon, ils s'étaient retirés. Et puis à cette rentrée-là, ils sont revenus et vraiment, ils nous font du bien. Un matin, nous arrivons avant le congé de Noël, on trouve des jeunes gens en tenue. Ils sont venus se présenter à moi. Les présences, déjà, à notre niveau, ça nous arrangeait énormément. Ça nous a vraiment soulagés. Les parents d'élèves, eux, découvrent avec une agréable surprise le travail des équipes de la brigade scolaire. La première fois quand je les ai vus, j'étais étonnée, j'étais contente pour elles. C'est très important pour elles, les tout petits là. La traversée est très difficile pour eux. Donc ça fait qu'on évite assez d'accidents. Vraiment, nous sommes vraiment fiers de les voir ici, parce qu'ils abattent un boulot vraiment conséquent ici. Les services de la brigade scolaire sont gratuits pour les établissements publics. Pour ceux du privé, un forfait est négocié avec les responsables pour permettre à la structure de supporter ses charges. En outre, avec les agréments acquis auprès du ministère de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale, la direction de cette structure espère bientôt bénéficier d'une subvention pour lui permettre de mettre en œuvre tous ses projets. Et on termine ce journal avec la 6e édition du rendez-vous Abidjan FinTech After Work, tenu à Cocody autour du développement des entreprises, une plateforme de rencontres et d'échanges pour les acteurs de la technologie financière, dont la volonté est d'améliorer la compétitivité du secteur. Les précisions de Nadia Edja. 6e édition d'Abidjan FinTech After Work autour du thème Scale Up, développement des entreprises FinTech. Pour l'initiateur, ce rendez-vous entre acteurs de la technologie financière vise à poser les bonnes questions afin de développer le secteur. Nous avons une plateforme où on peut finalement savoir ce que font les autres, on peut se parler, on peut fusionner nos technologies, on peut parler aux acteurs, les banques, les financements. C'est une plateforme où nous pouvons tout retrouver. Tout l'écosystème est présent et c'est ça les enjeux de l'Abidjan After Work FinTech. Face aux inquiétudes des acteurs sur le cadre réglementaire, le ministre de l'économie numérique et des technologies a assuré que des efforts sont faits par le gouvernement en faveur de la création d'entreprises. Nous sommes un État accompagnateur, donc notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et aussi de favoriser la création d'entreprises, la création de valeur, de faire en sorte que les entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire, aussi bien locales que venant s'installer chez nous, puissent être accompagnées par l'État, accompagnées par le système financier ivoirien et que justement ces entreprises-là puissent créer de la valeur, de l'emploi et puissent vivre et gagner de l'argent. Abidjan FinTech After Work est une initiative du groupe WebLogi. La première de ce rendez-vous s'est tenue en septembre 2019. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50.